Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Plus les enfants grandissent, plus ils sont en contact avec des personnes extérieures à leur cercle familial, ce qui les rend plus vulnérables. Il n'est donc pas surprenant de constater qu'il y a davantage de victimes de violences sexuelles parmi les enfants. Même si parler de ce sujet n'est pas toujours facile, il est très important d'en débattre. Se battre pour des solutions, c'est notre objectif à BB24. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous recevons pour vous dans ce numéro de votre émission Entretien Ariane Adjoloum. Elle est technicienne supérieure d'action sociale et activiste. Ariane, bonjour. Bonjour, monsieur Dossou-Kago. Nous allons parler de violences sexuelles faites sur les enfants. On parle aussi d'abus sexuels, on parle par ailleurs de viol, de tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui entre dans violence. Qu'est-ce qu'on appelle abus sexuels sur enfants ou violence sexuelle sur les enfants? D'accord. Alors, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, eh bien, les violences sexuelles englobent tout ce qui est abus, tout ce qui est viol, tout ce qui est harcèlement, etc., etc. Et on comprend les violences sexuelles comme étant tout acte exercé par une personne ou plusieurs autres personnes sur une autre et qui engage ou qui mettent en cause la sexualité de la personne qui subit. Et donc, dans le cadre de l'enfant, si l'on doit parler des abus sexuels sur les enfants, sur l'enfant, eh bien, l'abus sexuel sur l'enfant, tout acte qui, sans réellement porter atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, n'en est pas moins un acte qui laisserait des impacts psychologiques sur cet enfant-là. Et donc, en ce moment, la différence d'avec le viol, c'est qu'il y a pénétration dans le cas du viol. Or, dans le cas de l'abus, il n'y a pas pénétration. Et au niveau de l'abus, il faut faire la distinction entre l'abus qui est exercé par une grande personne et les jeux sexuels. Donc, il y a l'abus sexuel qui est exercé par une personne plus âgée ou bien par un autre enfant un peu plus âgé ou plus développé, plus dégourdi. Là, nous sommes déjà dans la catégorisation. Dans la catégorisation, okay. Oui. Et dans les jeux sexuels, c'est deux enfants, souvent du même âge, qui sont dans une approche ludique. Ils jouent avec leur corps. Et donc, il arrive très souvent qu'on découvre les deux enfants derrière le rideau. Ça peut être deux garçons qui sont en train de comparer la taille de leurs appendices sexuels, ou ça peut être un garçon et une fille qui sont en train de se faire découvrir mutuellement leurs organes sexuels. Dans ce cas-là, précisément, on parle de quoi? On parle de jeux sexuels. De jeux sexuels. Mais quand on parle d'abus, c'est qu'il y a une personne qui domine l'autre et qui contraint l'autre à soit lui montrer telle chose, à faire ci ou à faire ça. Le jeu sexuel, là, on n'est pas encore dans la violence sexuelle, apparemment. Pas vraiment. Pas vraiment. Okay. Pas vraiment, non. Et donc, dans le cas du viol, ce qui fait la différence, c'est la pénétration. Et le viol lui-même est décrit par la loi comme étant le fait d'obtenir des relations sexuelles d'une personne en dehors de son consentement, en utilisant la force, la menace, la ruse ou le chantage ou l'utilisation de drogue. On drogue la personne, on la fait boire, etc. etc. Ça, c'est le premier constituant du viol. L'utilisation, la contrainte. Ensuite, il y a la pénétration. Et cette pénétration, elle peut se faire par trois voies. Il y a la voie anale, il y a la voie buccale et il y a la voie vaginale. Donc, la femme ayant un vagin, s'il y a pénétration de son vagin, il y a viol. Au niveau de l'enfant aussi a un vagin, bien sûr. Si c'est par l'anus que cette pénétration est faite, il y a viol. Et si c'est aussi par la bouche, il y a viol. Et enfin, il y a l'instrument du viol. La pénétration peut être faite avec l'organe génital, avec un objet, un morceau de bois, un manche à balai ou avec les doigts. Donc, globalement, lorsqu'on parle de pénétration, on doit parler de pénétration pour parler de viol. Exactement. Quelle que soit la voie, quel que soit l'objet utilisé. La nature et quel que soit le moyen. Le moyen, ok.
Alors, nous allons parler d'abord de loi, parce que la loi est la base de toute chose en ce qui concerne ce genre de situation, abus sexuels ou Exact. violences sexuelles. Exact. Alors, que dit la loi? Alors, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le Code de l'enfant. Et le Code de l'enfant, il a été voté le 23 janvier 2015 par nos honorables députés. Et donc, cette loi numéro 2015-08 a prévu énormément d'articles qui disposent des conditions dans lesquelles l'enfant est protégé et qui disposent aussi des sanctions qui doivent punir la personne qui abuse, qui viole ou qui violente un enfant. J'en cite quelques-uns. Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a l'article 18 qui est celui qui consacre tous les droits de l'enfant en matière, que ce soit sur le plan moral, psychologique, physique, etc. Et déjà, l'article 18 parle du respect de l'intégrité physique et morale de l'enfant. Donc, on prend par exemple le cas d'un viol. Le viol désintègre l'intégrité aussi bien physique que morale de l'enfant. Ça agit sur son corps et ça agit aussi sur sa psychologie. Toujours ce même article 18 protège l'enfant contre toutes les sortes d'abus, les harcèlements, les attouchements, la traite, etc., etc. Donc, il y a toute une panoplie d'articles et selon l'acte, selon la gravité de l'acte, selon la personne qui commet aussi l'acte, selon l'âge de l'enfant, parce que l'enfant, c'est tout être humain qui est âgé de moins de 18 ans. Et donc, il y a aussi des tranches dans cette classe d'âge-là. Et selon que, par exemple, l'enfant a moins de 5 ans ou a moins de 13 ans ou moins de 16 ans, la loi est plus violente. Je prends par exemple le cas du consentement sexuel. Oui. Le consentement sexuel, on sait ce que c'est le fait que la personne puisse de façon libre accepter d'avoir des relations sexuelles avec lorsque l'autre la lui propose sans qu'il y ait contrainte ou autre. Et donc, la loi dispose que en dessous de 16 ans, la fille n'a pas de consentement sexuel. Cela signifie quoi? Si vous abordez une jeune fille de 15 ans et que vous lui promettez monts et merveilles ou que tout simplement vous lui plaisiez et qu'avec ses deux pieds, comme je le dis, elle se transporte pour venir chez vous et que de son propre chez, peu importe ce qu'elle aurait porté, peu importe ce qu'elle aurait porté, mais c'est-à-dire tout ce qui prouve sa volonté d'aller jusqu'au bout. Et que d'elle-même, elle se déshabillait, se couchait, et que vous aviez des relations sexuelles avec elle, eh bien, vous êtes coupable de viol. Parce que la loi vous dit qu'avant 16 ans, elle ne sait pas ce qu'elle fait sur le plan sexuel. La loi, une fille de 16 ans aujourd'hui, habillée sexy, apparemment la loi n'est pas très gentille. Là. Non, vous savez, la loi sait ce qui est bon pour nous. Ça, c'est vrai. Et la loi, elle est issue de pratiques et d'expériences de vie. Et d'expériences de la société, de l'histoire, de l'évolution de l'humanité, etc., etc. Et donc, on estime que jusqu'à cet âge, l'enfant, parce que c'est un enfant, vous voyez des enfants, l'enfant peut avoir une paire de seins, avoir des hanches bien développées, l'enfant peut avoir des muscles, avoir une belle voix grave, avoir un beau torse avec des abdominaux, mais on en voit de plus en plus avec... On a l'impression que les filles se développent plus. Et les garçons aussi se développent, ils sont de plus en plus grands, ils sont de plus en plus bien bâtis. Et donc, désolé pour vous, ça reste non, ce n'est pas pour moi. Je ne parle pas forcément pour moi. Je ne parle pas de vous, de M. Dosoukago spécifiquement, mais de façon générale, cela reste un enfant. Et la première entité à laquelle appartient l'enfant, c'est l'État. Parce que l'État, c'est la continuité. Et l'État a besoin des enfants pour continuer d'exister. Et donc, on ne touche pas à ce qui appartient à l'État. Oui. En ce qui concerne la pratique de la loi, est-ce que vous constatez que la loi est respectée, que les personnes qui commettent ces abus ou qui commettent ces fautes, est-ce que la loi les punit comme cela se doit? Est-ce que les juges font leur travail? Est-ce que ceux qui ont la responsabilité de pratiquer la loi pratiquent la loi comme cela se doit? Alors, je vais prendre un exemple. Dans les articles 345 à 347, le Code de l'enfant stipule que lorsque une personne viole un enfant âgé de moins de 13 ans,
elle est condamnée à la perpétuité. Lorsqu'un adulte viole un enfant de moins de 13 ans, la peine, c'est la réclusion à perpétuité. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Il y a des niveaux intermédiaires pour d'autres choses, Bien les sûr. attouchements, par exemple, minimum 2 ans, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, parfois jusqu'à 20 ans quand c'est un membre de la famille qui le fait. Il y a des amendes qui vont de 500 000 francs à 2 millions ou même au-delà, et parfois c'est doublé lorsqu'il s'agit de personnes de nationalité étrangère. Et donc, la loi a tout prévu, mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait que dans la réalité, beaucoup de ces personnes-là échappent. Pourquoi? D'abord, il y a le principe comment je vais dire, il y a un principe d'ingérence que l'État, que la loi autorise toute personne qui est témoin de violence sur un enfant. L'État autorise ces personnes-là à aller porter plainte. À dénoncer. Et donc, même si les parents ne sont pas d'accord, voilà, il peut dénoncer. Et parfois, ça peut être les parents qui sont les auteurs. Il faut dénoncer. Lorsque l'on est témoin. Et donc, ce principe-là n'est pas tout à fait respecté. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? J'ai appris que dans mon quartier, j'étais au boulot toute la journée, je rentre le soir, et j'ai appris qu'à 16h, il y a eu un viol, il y a eu un tollé dans la maison voisine, et tout le monde a crié que l'oncle a violé tel enfant. Et moi, je dis, c'est pas mes problèmes. Mais je suis en train là de violer quelque part la loi. Or, chacun devrait pouvoir se saisir, aller signaler, il y a telle chose qui s'est passée. Donc ça, c'est d'abord les témoins extérieurs à la famille. Est-ce que la loi prévoit quelque chose par rapport aux témoins qui ne disent rien ou qui ne portent pas plainte? Pas de façon très, très pointue, oui, pas de façon très directe. La loi demande, recommande à ce que cela soit fait. Il y aura peut-être, sanctions si l'enfant était sous la surveillance, par exemple, la nounou qui est là et qui laisse quelqu'un venir violer l'enfant. Elle a vu, elle a entendu, mais elle n'a rien dit. Elle sera sanctionnée par la loi. Et donc, disais-je, ça, c'est au niveau des témoins, des personnes externes qui voient ce qui se passe. Il y a les parents qui sont en fait les premiers garants, les premiers, on ne va pas dire propriétaires, mais l'enfant. Ils sont garants de la sécurité de l'enfant. Ils sont garants de la sécurité de leur enfant. Et donc, si quelque chose arrive à leur enfant, l'État est bien positionné pour demander, mais qu'avez-vous fait de notre enfant, de mon enfant? Donc, parfois, voyez-vous, ces parents-là eux-mêmes ne dénoncent pas. Parce que peut-être c'est un oncle, parce que peut-être c'est un ami très proche, parce que peut-être c'est une personne respectable du quartier, c'est peut-être un leader religieux respecté et respectable du quartier, et donc on étouffe l'affaire, ça reste en famille. Parfois, il y a la plainte qui est portée, et parce que la personne en face a couru, est allée chercher de l'argent et tout, passe pas derrière. C'est-à-dire que la plainte est engagée, l'État s'est saisi du dossier, et donc ces gens-là, ils vont pas derrière parler aux parents, parfois les corrompre, ou bien c'est des délégations à n'en plus finir qui viennent parler tellement aux parents que, vous voyez que les parents ne se présentent plus pour que la plainte soit poursuivie. Et cela se noie comme ça dans la nature. Donc, grosso modo, il y a aussi les cas où on ne retrouve pas l'agresseur. Ça c'est le plus gros problème que nous rencontrons aujourd'hui, le fait qu'il y ait des interventions pour que la loi ne puisse pas être appliquée. Et parfois, ces personnes restent impunies. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là maintenant? Ce que je préconiserais, par exemple, il faudrait que l'on qualifie les interventions pour que les parents ne poursuivent pas, ne portent pas plainte, etc. Toute personne qui intervient dans une telle situation pour servir de médiateur, pour demander aux parents de ne pas porter plainte, moi je préconiserais que cet acte-là soit qualifié par la loi et sanctionné, par exemple. Je préconiserais aussi que les parents qui ne poursuivent pas la personne qui a commis ces actes horribles sur leurs enfants, que les parents qui ne poursuivent pas en justice soient eux-mêmes poursuivis en justice en lieu et en place du coupable au cas où on ne l'aurait pas trouvé, ou
de commun accord au cas où il y aurait eu tentative de se soustraire à la justice, de ne pas répondre aux convocations ou de changer de version alors que les faits sont là, les preuves sont là, il y a un certificat médical qui a été fait, il y a des analyses, il y a des traces, il y a des preuves qui sont peut-être sous-scellées. Eh bien, je proposerais que ces parents-là soient aussi sanctionnés de façon collégiale avec le violeur. En parlant de parents, nous allons parler de quelques éléments qui pourraient permettre aux parents de prendre des dispositions pour éviter ce genre de situation à leurs enfants. Par exemple, selon vous, quels sont les détails déjà ou quels sont les éléments qui pourraient permettre aux parents d'apprécier déjà que telle personne pourrait être un violeur ou telle personne pourrait faire violence sexuelle sur les enfants ou telle personne peut faire un abus sexuel sur les enfants. Alors, on dit que le mot viol n'est pas écrit sur le front des personnes, mais je crois bien que si chaque parent fait un peu attention, prête un peu attention et est attentif, on va remarquer que certaines personnes ont de ces petits tics ou de ces petits comportements qui diffèrent de la norme. Vous voyez par exemple l'homme qui préfère systématiquement jouer l'ami de la famille ou autre, qui préfère systématiquement jouer avec les petites filles plutôt qu'avec les petits garçons. Les petits garçons sont aussi violés, mais seulement que ce n'est pas aussi répandu que cela. Sinon, il faut faire attention de la même manière aux petits garçons et à la petite fille. Donc, vous voyez ce monsieur-là qui préfère jouer avec la petite fille. Vous le voyez, c'est toujours lui qui est en train de dire « ma femme, ma fiancée, c'est toi ma femme, c'est toi ma femme ». Tout ça, parfois, c'est une manière de préparer l'enfant. Un jour, on lui dit ben, « viens, tu sais, le marié, la femme, ils font des choses, tu sais ça, non ?» Oui, donc comme tu es ma femme et tout le monde sait, il faut qu'on fasse certaines choses. Donc, il faut faire attention à ces détails. D'autres qui préfèrent toucher les seins aux petites. « Ah, tu n'as pas encore poussé les... Oh, bientôt tu vas pousser. » Ça semble innocent, ça semble habituel à nos coutumes, mais de plus en plus, je crois qu'il faut que les parents fassent attention. Il y a de ces regards. Quelqu'un qui va se mettre à l'écart, qui regarde les enfants jouer de façon insistante, qui peut mettre la main dans la poche en regardant les enfants. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bien sûr, bien mettre la main à la poche en regardant les enfants. Il y a vraiment de ces détails-là auxquels les parents doivent faire plus attention. Ça, c'est au niveau des prédateurs pour pouvoir détecter les prédateurs qui sont dans leur environnement. Il y a aussi des précautions pratiques. Votre enfant, autant que faire se peut, accompagnez-le à l'école tant qu'il n'a pas atteint un certain âge. Convenez avec lui d'un endroit précis au sein de l'établissement où vous venez jusque là le chercher. Il faut lui parler des étrangers, il faut lui parler des risques qu'il y a à suivre des personnes qui ne sont pas recommandables, à rentrer dans la chambre de tonton quand je ne suis pas là, tu vas nulle part. Je crois qu'il faut que nous commencions à prendre ces habitudes. Et enfin, pour finir, au niveau de l'enfant lui-même, il y a un pan de l'éducation à la santé sexuelle qu'il faut absolument que nous fassions à notre enfant. C'est de lui apprendre que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de toucher, de palper ou de pénétrer son corps s'il n'est pas d'accord et qu'il ne doit pas être d'accord. Vous lui expliquez aussi pourquoi il ne doit pas être d'accord. Alors, très rapidement, je vais donner une astuce pratique et très simple. Vous prenez votre enfant, si c'est un petit garçon, vous lui portez son uniforme kaki. Les uniformes kaki, c'est souvent des culottes avec la chemise qui descend là. Et vous dites à votre enfant, tout ce que ton kaki a couvert, tu ne dois jamais laisser personne le toucher. Ni camarade, ni telle personne, ni telle personne. Et vous lui citez les personnes qui peuvent toucher ces parties en le lavant, etc., etc. Au niveau du visage, vous devez aussi lui expliquer que personne ne doit l'embrasser ou obtenir de lui des bisous s'il n'est pas d'accord. Pour la fille, vous lui portez sa robe kaki, sans manches, qui descend souvent un peu en dessous du genou, et vous lui expliquez que tout ce que sa robe couvre lui appartient de façon très intime et que toute personne qui doit essayer de la toucher, elle doit crier, elle doit appeler à l'aide, et si la personne réussissait à la toucher quand même,
il faut qu'elle puisse venir le dire aux parents. Et surtout de ne pas croire le violeur. Parce que souvent les violeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils traumatisent l'enfant après l'acte, c'est déjà un traumatisme. Et ils lui disent, écoute, si tu dis à tes parents que je t'ai fait ça, je viendrai te couper la gorge. La nuit, je viendrai te couper la gorge, je vais couper la gorge à ton papa, à ta maman. Ça s'est déjà produit ici dans notre pays. Et l'enfant vit dans une double peur. Il cicatrise mal, il ne guérit pas et il garde par-dessus. Il a peur encore pour ses parents. Il endosse le poids de la sécurité. C'est un phénomène plus dangereux qu'on ne le pense. Je vous assure, cela détruit, cela déstabilise et cela contribue à perpétuer le cycle de la violence. Une petite question avant de passer à la conclusion, quelques derniers mots, derniers conseils. Est-ce que vous pensez qu'il y a des enfants qui sont plus exposés que d'autres? Alors oui, on peut dire qu'il y a des enfants qui sont plus exposés que d'autres. Les enfants dont les parents ne sont pas souvent à la maison, pendant que ces enfants y sont, il y a des parents qui ne rentrent pas à midi à la maison et les enfants, bon, ils sont soit entre l'école, soit entre la maison. Le parent lui-même ne peut pas très bien vous dire à 13h où se trouve son enfant. Il y a de ces enfants qui sont placés, les vidéomégons, qui sont là un peu comme des objets dans la maison. Et vous savez, les prédateurs détectent facilement un enfant qui manque de soins et d'attention. Et très souvent, ils s'attaquent très facilement à ces enfants. Et comme l'enfant n'a pas d'opportunité d'échange affectif avec un adulte, il garde ça pour lui. Donc, il y a aussi les enfants vendeurs, les enfants qui vendent, qui se promènent, etc. Il y a les apprentis qui sont placés chez des patronnes. Elles ont 12 ans, elles ont 10 ans, 13, 14 ans. Le mari les viole, etc., etc. Où il y a de ces jeunes apprentis, c'est la femme au patron qui viole allègrement ces garçons et ils vont grandir avec des traumatismes qui vont reproduire sur leurs partenaires quand ils vont grandir. On en a brièvement parlé. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter là, mais même si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, vous pouvez toujours revenir sur ce que vous avez dit puisque c'est important. Quel est le rôle des parents dans ce genre de situation? Je ne parle pas forcément de quand la situation s'est déjà présentée. La prévention. La prévention. Quel est le rôle que les parents doivent jouer dans le cadre de la prévention? Au niveau de la prévention, il faut que les parents apprennent à déceler le potentiel prédateur sexuel. La personne qui a des comportements qui sortent de la norme, il faut apprendre à déceler ces personnes-là et éloigner vos enfants. S'il faut déménager autant de fois qu'il le faudra ou signaler les comportements de cette personne à la police. Vous pouvez lui faire face aussi après, lui dire, écoutez monsieur, ne vous approchez plus de mes enfants. De toute façon, gardez loin ce genre de personnages. Gardez aussi loin et sans pitié, que ce soit l'ami de la famille, que ce soit un oncle, que ce soit un grand cousin, etc., etc. Je crois bien que la santé et l'équilibre de vos enfants valent beaucoup mieux, valent beaucoup plus que les relations parentales. C'est mon avis. Je crois que le sang doit pouvoir parler suffisamment fort en nous pour que ces enfants qui n'ont pas demandé à naître et que nous avons mis au monde, nous puissions les protéger et même au péril de notre vie. Je ne pense pas qu'il y ait de sacrifice suffisamment grand lorsqu'il s'agit de protéger un enfant. Tout à l'heure, vous avez parlé des parents qui, à des moments donnés, ont peur d'aller porter plainte. En revenant là-dessus, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le rôle que nous tous, de la société, quel rôle nous pouvons jouer, parents d'enfants ou pas, même si ce n'est pas nos enfants qui sont concernés plutôt, quel est le rôle que nous devons jouer? Alors, le premier rôle, c'est celui de l'éducation. Vous savez, il y a des systèmes de pensée qui se traduisent par des manières de parler et qui sont tellement banalisées, mais qui créent des niches pour ces genres de comportements. Je peux parler fond? Allez-y, oui. Alors, chez moi, par exemple, on dit « c'est-à-dire, vous pouvez caresser la bouteille, mais tant que vous n'avez pas mis le doigt dans le goulot de la bouteille, vous n'avez rien fait de grave. En fait, c'est une parole héritée de très longtemps et qui est en train de dire que ce n'est pas encore si grave. Et donc, du coup, ça avance, ce n'est pas si grave. On lui a juste touché les seins, ce n'est pas si grave. On lui a touché les fesses, ce n'est pas si grave. Et cela s'approche encore plus de l'orifice vaginal. Et on dit, oui, mais bon, c'est juste, ce n'est pas si grave. C'est un enfant, elle va oublier en grandissant. Donc, première chose, il faut que nous contrôlions nos paroles et que nous sachions que
une petite phrase peut servir de déclencheur pour un violeur. Nous devons nous documenter, savoir ce que le code de l'enfant dit, savoir comment on peut reconnaître un prédateur, comment on peut parler à son enfant de ces choses sexuelles-là, en parler autour de nous, parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. On ne fait que le dire et le répéter, cela n'arrive pas qu'aux autres. Ensuite, il faut parler d'éducation à la santé sexuelle à nos enfants. C'est tellement important aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Je crois bien que nous n'aurons plus le choix. Il faudra que courageusement on le fasse. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, 2 jeunes garçons auraient été arrêtés parce qu'ils ont, touché les seins de l'une de leurs camarades de classe. Et vous voyez, c'est heureux qu'on les ait arrêtés tout de suite. Bon, c'est vrai, ils ne vont pas rester longtemps, on va les sermonner et tout selon leur âge. Mais c'est déjà bien d'intervenir parce que si on ne les arrête pas, ils vont passer de l'attouchement au viol collectif. Et le viol collectif, il y en a un qui s'est passé il n'y a pas non plus longtemps, toujours dans le cadre d'un collège où 7 garçons ont violé ensemble une de leurs camarades. Donc, notre rôle à tous dans la société est de nous lever. Et les activistes, leur rôle est d'agir, de se lever, de créer de véritables lobbies techniques et de porter leurs propositions aux autorités gouvernementales. Parce que le gouvernement, il fait beaucoup. Les gens pensent que le gouvernement ne fait rien. Les centres de promotion sociale sont là. Il y a les centres, les CIPEG, VBG, qui sont aussi là. Il faut se rapprocher de ces gens pour avoir la bonne information. Merci, Ayana Djoloum. Merci à vous. Phénomène grave et dangereux, la violence sexuelle sur les enfants devient un sérieux préoccupant. Il faut informer, s'informer et sensibiliser pour endiguer le mal. Nous avons reçu pour vous, pour en parler, Ayana Djoloum. Elle est technicienne en action sociale et activiste. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.